3, 4, 5. 2、3、4、J'ai démarré le karaté à Lyon, dans le 8e arrondissement, à la Renaissance. Un peu par hasard, j'avais des copains qui en faisaient. Moi j'étais gamin, enfin gamin adolescent, j'avais un peu envie de voir ce que ça donnait. Je suis rentré dans la salle et ça m'a plu. J'ai fait un premier cours avec Jean Perrin, qui est mon professeur de base et de départ. Et donc ça s'est tout de suite très bien passé. Ça m'a vraiment, ça m'a vraiment plu, ce qui fait que j'y allais quasiment tous les jours, quoi. Il y avait des entraînements tous les soirs à la Renaissance. Et j'en profitais puisque j'y allais lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le vendredi, parfois on avait des entraînements le samedi matin, parfois on pouvait même revenir parfois le dimanche. Enfin, c'était vraiment fantastique. Je pouvais apprendre. Je trouvais ça très intéressant et motivant à l'époque. Et donc Jean Perrin était déjà secondé par François Sanchez, qui a été mon deuxième professeur et avec qui j'ai beaucoup travaillé ensuite après l'époque Jean Perrin. Donc grâce à mes deux professeurs, Jean Perrin et François Sanchez, j'ai préparé mon premier dan dans les années 70. Et c'était une façon de travailler qui était certainement un petit peu... Enfin, la façon de travailler c'est toujours la même, mais le degré d'exigence du premier dan des années 70 était quand même assez élevé. On avait notamment, je me souviens, après les parties techniques et les parties théoriques, on avait la fameuse ligne de 10 combattants. Il fallait qu'on fasse 10 combats dans la foulée, enchaînés, sans trop avoir le temps de respirer. Et c'était... Bon, mais bon, on était jeunes, on avait la foi et ça se passait bien. Et puis ensuite, j'ai continué à m'entraîner, bien évidemment, jusqu'à ce que j'ai l'opportunité de faire un premier voyage au Japon en 1975. Et là, j'ai donc découvert les origines, enfin l'origine du karaté, puisque c'est quand même avant tout un art martial issu du Japon. Et ça m'a permis de rencontrer, entre autres, et surtout à la JKE, Sensei Kanazawa, qui était le principal instructeur de la JKE à l'époque. Et ça a été une rencontre absolument fantastique. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui m'a tout de suite enthousiasmé. Et donc ça m'a permis de découvrir des techniques, de découvrir des katas supérieurs, de découvrir aussi des systèmes d'entraînement. C'était très très enrichissant. Et ensuite, Sensei Kanazawa a eu la gentillesse de nous recommander dans d'autres parties. Donc on a voyagé dans le Japon, jusqu'à Okinawa, où j'ai rencontré un autre maître Onaga, donc, qui a aussi extrêmement influencé ma manière de pratiquer et d'enseigner le karaté. Un peu synthétiser mes différentes influences dans ma vie de karaté. En dehors donc de mes deux professeurs, Jean Perrin et François Sanchez, le premier japonais que j'ai rencontré à Lyon, c'est Maître Kazé, parce qu'il venait régulièrement, il venait quasiment une fois par mois à la Renaissance. Et à chaque fois on travaillait avec lui, on travaillait souvent avec kata supérieur, avec des applications, avec des techniques de combat. Ensuite au Japon, évidemment Sensei Kanazawa, Maître Naga. Et en France, au retour du Japon, assez rapidement, j'ai continué bien sûr à m'entraîner avec mes professeurs, Jean Perrin et François Sanchez. Et j'ai croisé Serge Chouraki, qui est le français qui m'a le plus influencé également en tant que français, quoi, en tant que professeur. Donc ça, c'est pour résumer un peu les différentes influences et ce qui fait que j'ai un peu synthétisé tout ça et
et que je peux produire maintenant mon propre, entre guillemets, mon propre karaté. Et donc à partir des années, alors un petit peu avant d'aller au Japon, en 1974, j'ai commencé à enseigner parce que un petit peu pour dépanner les professeurs parfois qui étaient absents. Donc au départ c'était du dépannage et puis ensuite rapidement j'ai trouvé ça intéressant et ça me gênait pas à la fois de m'entraîner et de faire un ou deux cours par semaine en tant qu'enseignant. Donc ça m'a tout de suite intéressé, ça m'a intéressé de transmettre, parce qu'en fait c'est ce qu'il y a de plus, je pense, fondamental, c'est quand même la transmission pour ne pas perdre tout ce qui s'est passé avant, et notamment les traditions, quoi. Donc j'ai commencé à enseigner, 74, 75, c'est sûr qu'en allant au Japon j'ai pris énormément de notes, ça m'a énormément servi pour la suite de mon enseignement. Et puis comme en 76 j'ai fait des études d'éducation physique, ça a été encore plus intéressant puisque j'ai pu travailler, étudier notamment l'anatomie, la psychologie, la biomécanique, et là j'étais vraiment dans mon élément puisque je pouvais à la fois concilier l'enseignement, des connaissances anatomiques qui étaient intéressantes, et pouvoir lier le tout. De ce fait, je pense que mon enseignement s'en est trouvé sensiblement enrichi et amélioré. Ouais, donc je continue bien sûr à enseigner, à m'entraîner. Je passe mes grades, je dois être 5e dan en 86. Et en 88, la Fédération française me propose d'être entraîneur et sélectionneur des équipes de France universitaires, puisque c'est ce que j'avais fait sur Lyon. J'avais lancé le karaté universitaire, ça marchait bien. Et j'accepte, et donc je m'occupe des équipes de France universitaires entre 88 et jusqu'à 2000, jusqu'à l'an 2000. Et là, j'ai la chance de côtoyer des athlètes qui sont devenus extrêmement connus par la suite, qui étaient un petit peu moins connus au départ, comme Michael Milon, Gilles Chardieu, plus tard Biamonti. Donc ils sont devenus tous champions du monde, bien entendu pas grâce à moi, mais grâce à leur structure propre, à leur club et à leurs professeurs, hein, mais que j'ai eu la chance d'avoir quand même dans les équipes de France. Donc ça dynamisait les équipes, et pour les rencontres internationales, et notamment pour le championnat du monde qu'on avait organisé au Japon en 96 à Osaka. Ça a été assez intéressant d'avoir du très haut niveau dans les équipes de France universitaires. Disons que les équipes de France universitaires à l'époque, elles étaient en grande partie, c'était souvent quasiment la même chose que les équipes de France civiles. En tout cas, il y en avait souvent une bonne moitié, voire les 2/3. Donc c'est une période très intéressante, à la fois la période où j'ai enseigné dans les universités, et aussi où j'avais en charge les équipes. Donc ça m'a permis de coacher, de faire du travail soit équipe, soit individuel, soit en kata, soit en combat, ce qui fait que c'était extrêmement intéressant. Et par la suite, sur un plan plus personnel et au niveau de mon club, avoir des athlètes que j'ai coachés plus particulièrement, comme Xavier Tassi, comme Stéphane Marie ou Jonathan Plagnol, qui sont allés au niveau mondial. Donc c'est quelque chose qui continue à m'intéresser, mais c'est vrai que la compétition, c'est un passage, c'est intéressant et c'est fortement enrichissant, mais c'est pas un but en soi. Il faut savoir dépasser la compétition et
Et moi, ce qui m'a toujours motivé, c'est quand même mon moteur, c'est la transmission, donc c'est l'enseignement. Donc on ne forme pas que des compétiteurs, loin de là, on forme avant tout des gens sains, des gens équilibrés, des bonnes ceintures noires. Et aussi, ça permet toujours par la suite, quand on a formé des ceintures noires et des profs qui sont eux-mêmes diplômés d'État, ça permet toujours cette continuité dans la transmission des traditions et du karaté. C'est ce qui m'intéresse pour ne pas qu'on perde la base et qu'on ne perde la source essentielle de notre karaté. Oui, alors ce qui me paraît important dans la pratique du karaté, c'est la richesse par rapport à d'autres activités physiques. Il y a plein d'activités physiques, on peut faire du sport, et là dans la pratique du karaté, il y a plus l'aspect à la fois corps et esprit qui est certainement intéressant, puisque ça permet de développer notamment, alors que ce soit des enfants, des adolescents ou des plus grands, ça permet de développer ces deux aspects fondamentaux, le corps, l'esprit. Et souvent c'est lié et ça vient en interférence. Par exemple, quand on fait des kions, c'est-à-dire des exercices de base, ça sollicite à la fois le corps et énormément l'esprit, la coordination motrice, la qualité gestuelle. Et toute cette coordination, toute cette recherche se développe avec une pratique de karaté rigoureuse. Voilà, ce qui est important quand même dans la pratique du karaté, c'est une certaine rigueur, une certaine justesse, une certaine précision qui font qu'on aboutit à des gestes assez purs, assez directs et assez justes. Donc ce qui est fondamental dans le karaté, en dehors de cet aspect-là, c'est aussi c'est un aspect finalement santé, parce que ça permet d'être bien en équilibre, à la fois en équilibre sur ses jambes, et à la fois prendre une certaine forme de confiance et donc avoir un équilibre mental intéressant. Et tout ça, c'est ce que j'essaie de transmettre dans le Shotoryudan. C'est pour ça que depuis quelque temps maintenant, je pense que avoir bien synthétisé ce qui est important dans la pratique et dans l'entraînement en karaté, et que ainsi on peut l'adapter à la fois pour des tout petits, des adolescents, des adultes, voire des seniors. Pour les seniors, c'est extrêmement enrichissant du fait notamment de travailler la mémoire énormément dans les katas, dans les révisions de katas, dans la richesse de cette transmission par les katas, de la technique. Alors le karaté, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Que vous soyez enfant, adulte, adolescent, il n'y a aucun souci à démarrer le karaté. Si vous êtes on est forcément débutant quand on n'a jamais fait de sa vie. Il ne faut pas avoir peur du karaté, car ça se déroule de manière extrêmement simple. Au début, bien évidemment, comme quasiment dans tous les sports, on va faire un échauffement, par exemple, dans un cours. On va faire une phase d'échauffement. Ensuite, on va apprendre une ou deux techniques extrêmement simples, soit de défense, soit d'attaque, soit de déplacement, soit c'est un petit peu lié. Et puis ensuite, il y a des phases d'application où on va voir ce que ça donne quand on est avec un partenaire éventuellement, ou alors aborder la phase de kata qui sont en somme des enchaînements codifiés qui sont les mêmes qui sont codifiés dans le monde entier de la même manière. Donc les katas sont des espèces c'est des formes de transmission de techniques à la base. Mais en fait, ce va être une série de 20-25 mouvements au début pour les katas basiques. Et ça permet de répéter des mouvements simples, d'avoir de bonnes positions, de bons appuis au sol,
Et c'est assez enrichissant comme travail, puisque les katas, il y en a qui sont très simples, des katas dits de base, et puis ensuite il y a des katas supérieurs. Dans le style Shotokan, il y en a 21 supérieurs, et ça permet de travailler aussi, entre autres, la mémoire. Avec un Jabutsuki, bras droit, Switch. Non, bien. Calme. Switch. Ouais. Bien. Stop. Ouais. Chi. Go. Bloc. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc toujours au sujet du Shotoryu-dan, ce que je voudrais préciser également, c'est que ce qui est le plus important peut-être, c'est quand même la passion, à la fois du karaté et donc du Shotokan, la passion, la transmission et donc une certaine pédagogie, une forme de pédagogie qui m'est chère parce que je suis extrêmement attaché au système éducatif. Et donc quand on a de la passion, de la pédagogie, qu'on recherche la perfection et la précision, ben on arrive à cette entité Shotoryu-dan. Voilà. Passion, précision, recherche de perfectionnement, c'est vraiment ce qui caractérise la pédagogie qu'on développe dans le Shotoryu-dan. Et bien entendu, tout ça issu du style précis et propre qui est le Shotokan.